dernière table ronde. J'en rappelle le titre, qui est le projet d'écologie politique comme horizon global de lutte contre les inégalités, avec un point d'interrogation que je n'ai pas vraiment mis dans ma voix, donc je le mets en dessin imaginaire. Bon, disons, écologie politique, inégalité. Il s'agit donc de reprendre, mais à un niveau global, un thème qui a été abordé dans la première table ronde, et en particulier par Thierry de Dieu, sur les rapports de l'environnemental et du social. Alors je repars de ce qu'il a dit, parce que ça m'avait paru très clair, enfin en tout cas ça convergeait avec ce que j'aurais dit moi-même. C'est-à-dire si on prend les 3 points, sans en faire un projet, mais simplement pour en faire 3 indicateurs, que sont l'environnemental, le social et l'économique, on peut dire qu'il y a 2 couples qui sont des couples qui marchent plus ou moins bien. Il y a un couple ancien, enfin il remonte au XIXe siècle, qui est celui de l'économique et du social. Hein, il y a là toute une tradition, tout un passé, d'une part. D'autre part, alors on vient de voir que ça ne va pas toujours de soi, mais finalement entre l'économique et l'environnemental, il y a des échanges possibles, et l'économie a montré qu'elle prenait l'écologie ou l'environnemental au sérieux, et qu'elle était capable d'intégrer des contraintes écologiques. Bon, je ne reviens pas là-dessus, il y aurait beaucoup à dire, mais disons, c'est pour faire apparaître, et là j'étais d'accord personnellement avec ce que disait Thierry de Dieu, que où les choses sont les plus difficiles, c'est sur les rapports entre l'environnemental et le social. Et il expliquait par exemple comment une fermeture d'usine, ça pouvait être un bienfait environnemental et une catastrophe sociale. Donc il y a un problème, je pense, de double ignorance. D'une part, le couple, alors bon, si on prend le regain d'intérêt qui est lié au développement des inégalités, on prend en compte les inégalités économiques et sociales, on prend très peu en compte les inégalités environnementales. Je renverrai au best-seller de Piketty, où il n'est jamais question, on pourrait ainsi dire pas, d'environnement. Bon, ça, on pourrait le montrer. Je crois qu'il ne faut pas oublier non plus l'autre aspect qui a, du point de vue environnemental ou écologique, une certaine ignorance du social, alors qui peut prendre des formes différentes. Qui peut prendre la forme de dire, mais au fond, la menace environnementale, elle s'impose à tout le monde, donc elle est égalitaire. Hein, on peut lire Ulrich Beck de la sorte, ou bien on peut penser qu'il y a une telle urgence, hein, il a été question d'urgence climatique, il y a une telle urgence de l'écologie que le social doit céder. Hein, s'il y a une façon de céder, eh bien, le social doit accepter l'urgence écologique ou environnementale. Alors, je ne veux pas du tout, je veux juste introduire les 2 intervenants, donc pour dire que c'est pas tranché du tout d'un côté ou de l'autre, il n'y a pas des bons et des méchants. Je reviendrai là aussi pour faire le lien avec ce qui a été dit ce matin à ce que disait Anaïta Grisoni quand elle faisait référence, et j'en viens au point de vue global qui va être le nôtre dans cette dernière table ronde. Ce matin, Anaïta Grisoni faisait référence au livre de Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, l'événement Anthropocène, et qui critique cette appellation d'Anthropocène, donc qui serait une nouvelle ère géologique, qui serait celle de l'impact humain sur Terre, en disant mais quoi, pourquoi on appelle ça Anthropocène? C'est pas les humains en général, c'est pas l'humanité dans son ensemble qui est responsable des problèmes dans lesquels nous sommes maintenant, c'est ce qui a créé le changement, ce qui a causé le changement climatique. C'est la révolution industrielle, et comme cette révolution industrielle a été lancée
par les Britanniques. Il faudrait appeler ça l'anglocène ou britannocène. Et je dois dire que faire une petite visite au musée de la science, au Science Museum de Londres, avec cette espèce d'hommage à Watt et à tout ce qui sort de Watt, il y a quelque chose de pas faux dans ce qu'ils disent. En même temps, il faut voir donc d'une façon de dire, bon, la réalité de la question environnementale, elle est sociale de part en part. Il y a la réponse que fait l'historien Dipesh Chakrabarty, spécialiste du postcolonial, professeur à l'université de Chicago, qui dit, mais oui, d'accord, hein, l'histoire mondiale et l'histoire du capitalisme, c'est une histoire de la conflictualité sociale, de l'inégalité sociale. Il n'empêche, dit-il, que les effets du changement climatique iront bien au-delà du capitalisme, en tout cas du stade actuel du capitalisme. Donc il y a une dimension dans la crise environnementale qui va, dans le changement climatique, qui va au-delà du social et qui oblige, c'est la thèse de Chakrabarty, à considérer l'humanité comme une espèce. Tout ça pour dire que je ne suis pas du tout en train de dire c'est tranché d'un côté ou de l'autre, mais donc d'introduire aux interventions qui vont suivre, donc qui vont poser ce problème à un niveau global. Il me semble que la question qui se pose, c'est celle finalement de la possibilité de séparer l'environnemental et le social, au sens où je crois, et le livre enfin ce que j'avais retenu du livre de Marie Rubella, pour une planète équitable, c'est qu'il n'y aura pas de solution écologique qui soit pas en même temps une solution sociale. Mais je crois qu'on peut prendre aussi l'autre aspect et de se dire, on ne peut plus penser le social sans l'environnemental, parce qu'une dimension extraordinairement importante du social actuel, c'est la répercussion de l'environnemental sur la condition sociale. Donc, je donne d'abord la parole à Marie Rubella. J'ai envie de dire, c'est pas la peine de présenter Marie Rubella, je vais quand même le faire. Qui est sociologue, professeur à Sciences Po, et professeur enseignant-chercheur, comme tout universitaire qui se respecte, et qui donc a publié, alors beaucoup travaillé sur l'école et sur les filles et sur les inégalités à l'école, mais elle a aussi publié l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, 2014, pour une planète équitable, l'urgence d'une justice globale. Merci de m'avoir invité. Donc, je me suis effectivement intéressée aux questions environnementales. Je ne suis pas une spécialiste des questions environnementales. J'ai plutôt travaillé pendant très longtemps sur les inégalités intra-pays, d'une certaine manière, donc inégalités de genre, inégalités à l'école, inégalités sociales en général. Et puis, je me suis intéressée, ça m'a amené à m'intéresser aux inégalités mondiales. Et en parallèle, je m'étais beaucoup intéressée aux questions de justice, en disant comment, au sein d'un pays, accepte-t-on, justifie-t-on les inégalités? J'ai travaillé par exemple sur la méritocratie, et il me semble que cette question était encore plus évidente au niveau des inégalités mondiales. Il suffit de voyager dans un pays pauvre, où les gens regardent la télévision et voient qu'on vit, qu'on est beaucoup plus riche ailleurs, on se dit mais voilà, comment accepte-t-il ça? J'avais été d'ailleurs très intéressée par une démarche journalistique. Il y a un livre d'un journaliste que je trouve très intéressant qui s'appelle « Pourquoi êtes-vous pauvre ?» Malheureusement oublié le nom, mais vous tapez le titre et vous le trouverez. Et il a fait le tour d'un certain nombre de pays pauvres et il demande aux gens pourquoi êtes-vous pauvres et il se demande comment vous acceptez ça. Et je trouve que ça c'est une question vraiment très intéressante sur laquelle on n'a pas forcément beaucoup d'éléments empiriques, mais en tout cas ça m'a amené à travailler un petit peu sur cette question. Alors c'est pas nouveau bien sûr d'essayer de faire le lien entre les questions environnementales et les inégalités sociales. Il y a beaucoup de gens qui le font. Alors on peut mobiliser la notion de justice environnementale, Arendt l'a fait, en se focalisant surtout sur l'inégale distribution des risques et des dommages environnementaux, et se dire comment ils sont répartis. Comment ils sont répartis entre les individus, le plus souvent au sein d'un pays, mais aussi éventuellement dans l'interpays, pour voir en quoi ça affecte les inégalités sociales. Donc les inégalités sociales sont alors positionnées
comme une conséquence, d'une certaine manière, en aval. Il m'a paru tout aussi pertinent de développer une autre perspective qui l'est un peu moins, qui consiste à se demander dans quelle mesure les inégalités sociales en elles-mêmes accroissent les problèmes environnementaux, avec des questions de justice qui vont avec. Et donc c'est un angle d'attaque qui amène à interroger le coût et le caractère écologiquement soutenable des inégalités mondiales elles-mêmes. En terminant éventuellement, après, je terminerai mon exposé, je présenterai cette démarche en lançant éventuellement quelques pistes d'action, ou bien qu'on réservera pour une deuxième partie de la séance. Alors, je ne m'arrêterai pas sur les inégalités mondiales, leur ampleur, leurs facettes. Voilà, je fais une hypothèse que tout ça est parfaitement connu. Et on peut s'en indigner. On peut rester à niveau éthique. Voilà, c'est choquant, c'est un enfant qui meurt de faim, etc. Donc, il y a éventuellement ce type de réaction. Mais il me semble qu'on saurait imposer une éthique et que pour mobiliser, si on le juge utile, les gouvernants, les consciences individuelles, etc., on peut apporter des considérations empiriques, concrètes, je suis plutôt une chercheuse empirique, je ne suis pas une théoricienne, qui montrent que réduire les inégalités mondiales, ça va dans le sens de notre propre intérêt, que ce soit pour des raisons économiques, sociales ou écologiques. Et il y a effectivement maintenant un certain nombre de travaux qui explorent les conséquences négatives, sociales d'abord, économiques, écologiques dans un autre temps, les conséquences sociales des inégalités elles-mêmes. Vous avez sans doute entendu parler de ces travaux, ils ont été très largement diffusés dans la presse, qui montrent que plus les sociétés sont inégales, plus ça pose des problèmes à leur fonctionnement même, que ce soit la confiance réciproque, qu'on appelle le lien social, le fonctionnement de la démocratie. Il faut, pour qu'une démocratie puisse fonctionner, qu'il y ait de la confiance, puis qu'on se considère comme des semblables. Comment le problème va se poser au niveau international, dès lors qu'il y a des inégalités énormes entre les pays. Et ces inégalités, elles sont connues. Ça, c'est un point qui est très important. Les gens des pays pauvres ne peuvent pas ignorer qu'ailleurs on vit autrement et réciproquement. Et donc ça, je pense que la globalisation de l'information change les références à l'aune desquelles on va se juger pauvre ou au contraire plus favorisé. Donc des conséquences sociales négatives bien explorées, bien connues, des inégalités elles-mêmes. Alors évidemment, il y a aussi la question de l'immigration, mais là je laisserai, ça j'aime bien en parler, puisque c'est un domaine dans lequel il est bien plus compétent. Sur le plan économique, comme vous le savez, pendant des années, certains économiques ont défendu un impact positif des inégalités. Si les riches sont riches, eh bien, ça finira, l'effet du ruissellement, disait-on, par propager aux plus pauvres, et tout le monde, c'est la marée qui lèvera toutes les barques, etc. Donc il y a eu pendant longtemps ce type de discours. Aujourd'hui, ces thèses sont largement discréditées, c'est quand même un changement qui montre que petit à petit, les travaux des chercheurs peuvent quand même avoir un effet, puisque maintenant même la Banque mondiale, même un certain nombre d'organismes internationaux commencent à s'interroger sur cette question. Donc maintenant, on se dit, et je te dis en premier, non seulement les inégalités ne sont pas favorables à la croissance économique, mais elles pourraient même entraîner des crises, c'est la thèse de Stiglitz, ou freiner en tout cas le développement économique. Donc on ne croit plus aujourd'hui, majoritairement, me semble-t-il, que les inégalités favorisent la croissance, mais au contraire, qu'elles peuvent la freiner, et on ne croit pas plus que la croissance est nécessaire et quasiment suffisante pour réduire les inégalités. On parle maintenant dans les rapports internationaux de croissance inclusive, qui parviendrait à réduire du même coup les inégalités. Et puis on connaît bien aussi aujourd'hui les effets pervers d'un modèle économique qui se fonde sur les inégalités entre pays, ce qu'on appelle un modèle du pauvre vers le riche. C'est-à-dire que dès lors que les pays sont très inégalement riches, eh bien les pays riches comme nous faisons fabriquer un certain nombre de produits, de plus en plus de produits d'ailleurs, vers les pays pauvres, qui les produisent à bas coût. Et dans ces pays, le marché intérieur est négligé. L'essentiel, c'est de produire pour l'exportation. On exploite les travailleurs et ça débouche sur des problèmes sociaux qui croissent sans arrêt. Donc, dans ces pays, ce n'est pas miraculeux. Et chez nous, ça supprime des emplois. Donc, c'est évidemment qui gagne, qui perd. Est-ce que ce modèle qui est vraiment ancré dans les inégalités entre pays, si les salaires étaient les mêmes partout, on n'aurait pas ce type de fonctionnement. Est-ce que ce modèle est soutenable ? Est-ce qu'il ne fait pas finalement plus de tort? Bien sûr, on a des chaussettes pas chères, mais voilà, ça pose un certain nombre de problèmes. Donc des effets également négatifs ou qui interrogent sur le plan économique. Et puis bien sûr, c'est pas à vous que je vais le dire, on se rend compte de plus en plus que tout ceci est insoutenable pour la planète
et on met maintenant en relation de plus en plus donc, le social et l'écologie. Donc avec deux perspectives, comme je le disais en commençant, donc je passerai rapidement sur la première, mais je vais quand même vous en dire quelques mots. C'est les perspectives qui ont été diffusées par Louis Laurent, qui a fait des notes pour la Fondation, mais le PNUD, les organismes internationaux eux-mêmes, s'interrogent de plus en plus sur ces questions. Et dans cette perspective, c'est qui paye, qui est coupable, qui trinque de ces questions écologiques qui sont mises en premier, et donc les inégalités sociales sont une résultante. Ces questions ne sont pas simples, comme vous le savez, parce que si on se dit qui pollue plus, on va dire bah oui, c'est évident, c'est les riches. Ben, c'est pas si sûr, on sait depuis le rapport Brundtland que c'est pas sûr, que le mode de vie dans les pays pauvres n'est pas toujours si écologiquement correct. On saurait leur faire grief, mais pour des raisons d'évidence. Par ailleurs, il y a aussi des questions démographiques qui font qu'on n'est pas sûr que la pauvreté soit un modèle de vertu écologique. Bon, qui souffre le plus, là, on est quand même plus certain que c'est les pays pauvres, précisément parce qu'ils sont pauvres, qui ont le moins le moyen de faire face aux dégradations écologiques, précisément parce qu'ils sont pauvres, et puis pour des raisons plus géographiques ou de géopolitiques. Donc sur ces questions, on a des débats, mais globalement, la conclusion est plutôt qu'il y a des problèmes de justice environnementale. Bon, il y a des débats aussi philosophiques qui restent plus en suspens, à savoir est-ce que, parce que pour des raisons historiques, nous sommes effectivement les plus coupables d'avoir pollué la planète, en même temps on ne le savait pas, est-ce qu'on peut être imputé d'une certaine culpabilité alors que c'est nos ancêtres qui l'ont fait, etc. Donc là il y a des débats que Catherine Harrer connaît très bien, mais globalement, ces questions sont quand même assez convergentes, il y a des problèmes de justice environnementale. La seconde perspective, donc, que je développerai davantage, mais rapidement, donc s'interroge sur l'impact environnemental des inégalités elles-mêmes. Les inégalités, au niveau d'une société, ça a été parfaitement étudié, elles accroissent les compétitions entre les personnes, des compétitions de statut, on veut être comme les plus riches, donc ça accroît la pression à consommer, comme moyen d'exprimer son statut, et donc ça va pousser les individus à travailler plus pour gagner plus, ou à s'endetter de plus en plus, avec évidemment des conséquences évidentes en termes environnementaux, de croissance économique, mais aussi donc de destruction des ressources, de pollution, etc. Et donc le risque, mais c'est difficile à tester, mais l'hypothèse qu'on peut faire, c'est que c'est la même chose au niveau interpays, c'est-à-dire que quand les pays sont profondément inégaux, et alors que se diffuse un certain mode de vie, le mode de vie à l'occidental, le mode de vie dit moderne, eh bien, entre les pays, ceci aussi va entraîner une course à la consommation distinctive, qui est bien sûr ruineuse et insoutenable pour la planète. Et ceci dans un contexte où, on le sait bien, nous sommes interdépendants, c'est-à-dire que la consommation des riches ou de ceux qui deviennent riches a des conséquences sur les plus pauvres. Alors ça c'est très clair, par exemple quand les classes moyennes indiennes ou chinoises se mettent à manger de la viande, on sait que ça va avoir des conséquences sur le prix des céréales, le mode de la faim, etc. Donc c'est un problème qui montre bien que ces inégalités elles-mêmes vont poser des difficultés très fortes au niveau écologique. Alors bien sûr on sait aussi que dès lors que les pays sont très inégaux, ça on va voir avec la COP21, il y a des jeux de pouvoir. Est-ce qu'on discute vraiment d'égal à égal quand on est le président du Rwanda et le président des États-Unis? De même, tant que les pays sont très inégaux, les pays riches ont la possibilité d'exporter leur pollution dans les pays pauvres, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, modèle du pauvre vers le riche, et donc n'ont pas tellement de raisons de se préoccuper de réduire leurs propres émissions. Quand l'Europe dit « oh là là, c'est bien, on a réduit, etc. », on sait que c'est essentiellement, en grande partie, parce que ça a été exporté vers les pays les plus pauvres. Donc ça, c'est vraiment une conséquence directe des inégalités entre pays. Donc on se doute que l'obtention d'un consensus mondial sur ces questions est d'autant plus difficile que les pays sont inégaux, alors même que les problèmes sont globaux et donc exigent une solution globale. Et puis, il faut prendre en compte toute la dynamique qu'engendrent les inégalités. La croissance des inégalités mondiales, jusqu'à présent, elle a pu être gérée parce que globalement, dans beaucoup de pays, il y avait ce qu'on appelle une croissance économique. Mais si on se dit qu'une croissance illimitée n'est pas possible,
on a des problèmes qui vont aussi surgir, donc sociaux, du fait de cette croissance des inégalités qu'on observe en général dans tous les pays en développement et dans nos pays, même des modalités un peu différentes. Alors, pour terminer, quelques pistes peut-être politiques, bien, là je marche sur les œufs, je cherche à ne pas trop faire ça. Je pense qu'un premier point qui est absolument incontournable, comme on dit, c'est que la question de la décroissance doit vraiment être posée et documentée sérieusement. On ne peut plus en rester à des questions de vocabulaire, ah ouais, mais c'est un mot négatif, il faut parler de accroissance, il faut parler de je ne sais quoi. On sait bien que si les pays les plus pauvres, légitimement, veulent augmenter leur niveau de vie, je ne veux pas nous ressembler en tout point, et bien globalement, l'impact global sur la planète, ça ne va pas. Comme ça, on le sait, tout le monde le sait, mais pour différentes raisons politiques compréhensibles, c'est une question qu'on met sous le boisseau en général. Deuxièmement, une question aussi assez polémique, à laquelle je n'ai évidemment pas de réponse, c'est, on sait bien qu'on est face à des problèmes globaux, est-ce qu'il faut, comment penser la solution globale, avec quelles institutions supra-étatiques, et là on a une série de questions extrêmement difficiles. Alors certains parlent de gouvernement mondial, d'autres de gouvernance avec des nuances qu'on pourrait discuter, etc. Ce qui est certain, c'est que soit on attend le grand soir, on dit voilà, on va tout mettre en l'air et on va monter je sais pas quoi, un truc supra, etc. Soit on réfléchit aussi aux institutions qui existent. Plus évidemment, c'est moins glorieux, et on se dit on va peut-être les améliorer. Par exemple, on sait que le G20, c'est à peu près la moitié de la population du monde de 2040-2050 qui est représentée au G20. Donc ça ne représente absolument pas ni l'Afrique, ni l'Asie pauvre, etc. Donc est-ce que, par exemple, ça, c'est des changements qui peut-être amèneraient quelque chose? De même, on sait aussi qu'on a des réglementations internationales, que ce soit du commerce, de la finance, qui ont des effets assez directs sur les pays les plus pauvres. On sait que, par exemple, au niveau européen, certains arbitrages budgétaires allouent à l'agriculture des sommes environ 6 fois supérieures à ce qu'on donne pour l'aide aux pays pauvres. Bon, on a des réglementations comme ça. De même, on a des réglementations ou des absences de réglementation dans le domaine de la finance internationale. On sait que s'il y a un dumping fiscal au niveau international, ça va détourner des sommes considérables qui pourraient être allouées bien mieux. Donc, je pense qu'au niveau international, il ne faut pas simplement renoncer en disant bah, tout va se jouer au niveau local, il y a sans doute des pistes possibles. Après, au niveau de l'État, alors là aussi, c'est le bon ton de dire ouais, l'État impuissant, etc., etc. Bon, l'État reste quand même un pivot difficilement esquivable, si je puis dire, parce que d'abord l'État devrait être intermédiaire avec ces institutions ou ces réglementations internationales. L'État peut aussi inciter, il a quand même des moyens considérables pour inciter à des comportements qu'on estimerait favorables par rapport aux thèses qu'on soutient. Néanmoins, je reste persuadée que la société civile, qui est assez qui est vive dans ce domaine. Moi, quand j'ai préparé ce petit essai, j'ai découvert des tas de réseaux qui m'ont paru extrêmement toniques dans la société civile, pas simplement française, mais internationale. Je pense qu'il y a un travail d'explication, alors c'est même que je travaille sur l'éducation, je crois naïvement à l'éducation, mais je crois qu'il y a vraiment un travail très important en direction des jeunes et des adultes sur non seulement la pauvreté pour faire pleurer dans les chaumières, mais comment c'est généré, quelle est notre éventuelle part de responsabilité, pourquoi c'est pas défendable en termes de justice et pourquoi c'est pas soutenable. Ça c'est important parce qu'on regarde la réalité avec des lunettes, et selon les lunettes qu'on a, on pense les problèmes autrement. Par exemple, il y a eu quelques années une étude assez intéressante, on demandait aux gens comment s'explique la pauvreté, pourquoi les gens autour de vous sont pauvres. Et après, on leur demandait quel était leur choix politique. Et vous voyez que les gens qui expliquaient la pauvreté par des raisons qui échappent à la responsabilité individuelle, que ce soit les difficultés économiques globales, le bazar aussi, d'autres raisons de ce type, étaient par ailleurs plus favorables à des politiques de redistribution. C'est-à-dire la façon dont on explique la pauvreté va avoir une influence sur certaines positions politiques qu'on va être amené à défendre auprès des États, etc. Donc je pense que le travail vraiment d'éducation à la citoyenneté mondiale, la solidarité internationale, est quelque chose qui est vraiment très important, ce qui n'empêche pas aussi, par ailleurs, de travailler à ce grand récit écologique dont parlent certains chercheurs, qui pourrait donner un sens global à tout ça. Merci beaucoup. Et rapidement, la parole à François Jumel. Je relèverai seulement, enfin rapidement,
bon, à quel point vous avez cherché à montrer que finalement la tolérance libérale à l'égard des inégalités, qu'on trouve même chez quelqu'un comme Rawls, qui est de dire, bon, elles sont tolérables jusqu'au point où elles ne mettent pas en cause l'exercice des droits individuels, c'était plus possible, ne serait-ce d'ailleurs que du fait du caractère des limites dont on parlait auparavant qu'introduisent l'écologie, et que donc les inégalités nous font du mal à tous. Hein, elles ne font pas simplement du mal à ceux qui sont dans le mauvais côté des inégalités, elles font du mal à tous, et non seulement au niveau des États intérieurs, mais aussi au niveau global. Et puis le deuxième élément qui me paraît important dans ce que vous avez dit, c'est finalement d'insister sur le niveau global comme aussi un niveau auquel des choses doivent être faites, et que donc, bon, le ton un peu défaitiste qu'on a pu entendre ce matin, du genre, oh, de toute façon, ça sera raté, etc., il y a des choses à faire à ce niveau-là. Donc, je passe la parole à François Gémen, donc, il vient de publier ces derniers jours un collectif intitulé L'enjeu mondial, l'environnement. Donc, il est directeur exécutif du programme politique de la Terre à Sciences Po, professeur associé à Versailles Saint-Quentin en Yvelines, et donc je pense que sur ces questions de globalité, d'environnement, il est tout à fait la personne qu'il faut. Ça, je n'en sais rien, mais je vais essayer. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de votre présence aujourd'hui, merci de rester jusqu'à la fin pour m'écouter. Au risque de ne pas être très original, je commencerai moi aussi par une critique du concept d'anthropocène. Je suis assez d'accord avec Bonneuil et Fressoz lorsqu'ils parlent d'anglocène ou de britannicocène, mais ce qui me pose plus fondamentalement problème dans le concept d'anthropocène, c'est l'idée que les humains, dans leur globalité, soient tous acteurs du changement et soient devenus les acteurs des transformations de la Terre dans leur globalité. Alors que la réalité de ces changements, c'est que l'essentiel de l'humanité est avant tout victime de ces changements avant d'en être acteur. Et que je pense que l'anthropocène nous masque le fait que derrière ces changements fondamentaux que nous infligeons à la Terre et aux écosystèmes dans leurs ensembles, il y a des criminels et des victimes. Et je pense qu'il est extrêmement important de réaliser que, aujourd'hui, une minorité d'humains sont devenus les principaux facteurs des transformations de la planète, et qu'une majorité d'humains sont les victimes et non les acteurs de ces changements. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut se méfier du concept d'anthropocène, parce qu'il pourrait finalement nous amener à dépolitiser ces transformations et ces changements profonds de la Terre. Et ce phénomène de dépolitisation est déjà en cours lorsqu'on regarde les leitmotifs politiques qui président à l'organisation de la COP21. On parle de transition énergétique ou de transition écologique. On parle d'agenda des solutions. Je suis venu à pied et je suis passé boulevard Saint-Germain devant la façade du ministère de l'écologie, sur les fenêtres de laquelle était écrit en grand COP21, tous acteurs du changement. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Sur la Terre, il y a des gens qui sont acteurs de changement et il y a des gens qui sont victimes de ces changements. Et je pense donc qu'il faut se méfier considérablement de cette illusion de la transition énergétique notamment, comme si les choses allaient se dérouler naturellement, dans un flux continu et harmonieux, sans heurts, sans victimes, sans blessés et sans morts. Au cœur de cela, le sujet qui m'occupe principalement, c'est celui des migrations, et en particulier des migrations qui sont générées par les dégradations de l'environnement. C'est un type de migration qui, comme vous le savez, est aujourd'hui très important. Aujourd'hui, les dégradations de l'environnement sont devenues
un des facteurs majeurs de déplacement à travers le monde. On n'a pas des chiffres extraordinairement précis. On peut dire que chaque année, à peu près 26 millions de personnes sont déplacées du seul fait des catastrophes naturelles. Pour vous donner un ordre de grandeur, ça fait une personne déplacée à chaque seconde où nous parlons. À ce chiffre s'ajoutent tous ceux et toutes celles qui sont déplacés par les impacts plus graduels du changement climatique, comme la hausse du niveau des mers ou la désertification, et pour lesquels nous n'avons aucun chiffre précis. Si l'on met à la grosse louche à peu près le même nombre de personnes déplacées par les catastrophes naturelles que de personnes déplacées par des impacts graduels de l'environnement, on peut arriver, je dirais, à une cinquantaine de millions de personnes déplacées chaque année par des dégradations de l'environnement, de quelque ordre qu'elles soient. Pour mettre ce chiffre en perspective, il y a aujourd'hui 60 millions de personnes dans le monde qui sont déplacées par des guerres et par des violences. C'est le chiffre le plus haut jamais atteint depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc on voit que peu à peu, les dégradations de l'environnement vont devenir, si elles ne le sont pas déjà devenues aujourd'hui, le facteur principal de déplacement et de migration de population à travers le monde. Or, ce que les migrations nous révèlent, aujourd'hui comme de tout temps, ce sont les inégalités. Et à la racine du phénomène migratoire, il y a l'inégalité. Les tout premiers travaux, les toutes premières théories sur les migrations au XIXe siècle, les travaux d'Ernest Ravenstein ou de Stephen Lee, mettaient déjà en évidence le fait qu'à la racine des migrations, il y avait les inégalités, et voyaient à l'époque les migrations sous un jour positif comme un facteur de rééquilibrage entre les inégalités. Les gens allaient quitter les zones où il y avait du chômage pour aller migrer vers les zones de plein emploi, ce qui allait permettre d'assurer le plein emploi des deux côtés. Les gens allaient migrer des zones où les salaires étaient plus faibles vers les zones où les salaires étaient plus hauts, et les salaires allaient s'équilibrer. Et donc, on a très longtemps vu l'émigration comme la manière de résoudre les inégalités mondiales. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on regarde l'état du débat public sur l'immigration, on est très 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 loin de voir l'immigration comme un facteur de résolution des inégalités mondiales. Reste que ce qui génère fondamentalement l'immigration, ce sont ces inégalités, qu'elles soient réelles ou fantasmées. Et si le changement climatique va générer et génère déjà autant de migrations, c'est parce que je pense que nous devons le voir avant tout comme un problème distributif, c'est-à-dire un problème d'inégalité. On a bien sûr beaucoup parlé, et Marie l'a encore rappelé, des inégalités, des émissions et des impacts. Il y a aussi derrière cela des inégalités de pouvoir et de rapport de force. Et je pense que tant que nous ne percevrons pas, que nous ne considérerons pas le changement climatique avant tout comme un problème distributif, comme un problème d'inégalité, nous ne parviendrons pas à le résoudre. Et je pense qu'une voie sans issue dans laquelle nous sommes encore engagés pour le moment, c'est de considérer que le changement climatique est un problème d'environnement, alors que je pense qu'il est avant tout un problème d'inégalité. Et que ces inégalités environnementales, d'émissions et d'impact, mais aussi ces inégalités de pouvoir, constituent le cœur même du problème climatique aujourd'hui. Et donc je pense qu'il faut absolument nous méfier de cette illusion de la transition écologique qui ferait que la résolution du problème climatique serait une solution gagnant-gagnant. Je pense que nous devons admettre l'idée qu'il y aura des gagnants et des perdants. Sur les 10 premières entreprises mondiales en termes de capitalisation boursière, aujourd'hui 8 sont directement liés au pétrole, que ce soit directement des compagnies pétrolières, des fabricants d'automobiles ou des compagnies chimiques. Ça veut dire que si nous voulons sortir des énergies fossiles, ces 8 compagnies parmi les 10 premières mondiales en termes de capitalisation boursière sont forcément
un peu perdantes, sauf si elles parviennent à renouveler radicalement leur modèle économique. Et je pense que c'est ça qu'il est important de voir aujourd'hui, c'est que le changement climatique est une forme de guerre. Aujourd'hui, le changement climatique, c'est une guerre que nous menons, et quand je dis nous, c'est pays riches et industrialisés, que nous menons à l'encontre des plus vulnérables. C'est une forme de persécution directe que nous menons à l'encontre des plus vulnérables, et je dirais les premiers témoins et les premiers révélateurs de cette guerre, ce sont les réfugiés climatiques. Et c'est notamment pour cela qu'il faut parler contre l'avis des juristes et contre l'avis des organisations internationales, à mon avis, c'est pour cela qu'il faut parler de réfugiés climatiques. Beaucoup ont dit, attention, il ne faut pas parler de réfugiés, et c'est un débat qui est revenu à l'occasion de la crise de l'asile qui nous occupe en ce moment. Attention, il ne faut pas parler de réfugiés, les réfugiés sont protégés par la Convention de Genève, il y a une série de droits et d'obligations en droit international que nous avons à leur égard. Il faut à tout prix séparer la question de l'asile de la question de la migration, les réfugiés ne sont pas des migrants, etc., etc. On a eu ce même type de débat pour ceux qui étaient déplacés par le changement climatique. On a dit, attention, les réfugiés, ce sont ceux qui sont déplacés par des guerres, des violences et des persécutions. On ne peut pas parler de réfugiés pour les personnes déplacées par le changement climatique, parce que ce ne sont pas des réfugiés protégés par la Convention de Genève. Il y a bien pourtant, contre ces personnes, une forme de persécution politique que nous menons consciemment. Et donc je pense que c'est pour cette raison que l'on peut parler de réfugiés climatiques, sans vouloir faire plaisir à Nicolas Sarkozy, ce sont des réfugiés de guerre. Ce sont des réfugiés de la guerre climatique que nous menons. Et je pense qu'il est très important, si nous voulons pouvoir en sortir, de réaliser la violence que représente le changement climatique à l'égard des plus vulnérables, et de faire revenir cette violence dans la négociation et dans les solutions que nous pouvons y apporter. La négociation, contrairement à la propagande du gouvernement et de certaines associations écologistes, ce n'est pas une sorte de long fleuve tranquille où tout le monde va trouver une solution harmonieuse, gagnant-gagnant. On n'est pas dans l'agenda positif des solutions. On est dans une lutte extraordinairement violente avec des intérêts fondamentalement contradictoires qui sont en présence les uns des autres. Et donc à partir de là, puisqu'on arrive à la fin de la journée, essayons de voir comment on peut en sortir. À mon avis, on peut en sortir de 3 manières, ou en 3 étapes. La première étape, qui me semble fondamentale, c'est d'abandonner l'espoir. D'abandonner l'espoir que nous allons pouvoir nous en sortir, d'abandonner l'espoir que nous allons pouvoir surmonter la crise climatique. Et je rejoins là-dessus le philosophe Clive Hamilton, qui a fait un très bon bouquin qui s'appelle Requiem pour l'espèce humaine, qui dit « Notre problème, c'est que nous croyons encore que nous allons pouvoir éviter la catastrophe. La catastrophe est déjà là, nous sommes en plein dedans. Et si nous ne voulons pas voir que la catastrophe est déjà là, nous n'allons pas nous en sortir. Et donc la première chose à faire, c'est d'abandonner cet espoir que le changement climatique soit une menace que nous pourrons encore éviter ou dont nous pourrons éviter les impacts les plus sérieux. Deuxième étape, à mon sens, repolitiser le changement climatique et repolitiser la lutte contre le changement climatique. C'est pour ça, et sans me placer sur le terrain politico-partisan franco-français, qu'il faut, je crois, se méfier beaucoup du discours de ceux qui disent les partis écologiques finalement n'ont plus de raison d'être aujourd'hui, et finalement la plus grande victoire des partis écologistes, c'est que l'écologie est aujourd'hui reprise dans tous les partis, et que chacun en a fait un axe important de son programme. Je pense que c'est un leurre fondamental que d'imaginer que l'écologie est une question qui puisse transcender les clivages politiques, qui puisse transcender les clivages idéologiques. Non, je pense que c'est une question fondamentalement politique, une lutte d'intérêts violents. Et donc cette idée que l'écologie puisse être reprise par tous les partis au-delà des clivages idéologiques dans un grand concert qui nous tournerait vers la COP21, est, je pense, un leurre absolu et une illusion très dangereuse. Dernier point, qui est sans doute le plus fondamental,
je pense qu'aujourd'hui, si nous voulons pouvoir sortir du changement climatique, et notamment éviter qu'il ne fasse encore davantage de victimes, c'est parce que je pense que nous devons faire de la lutte contre le changement climatique un véritable projet politique, notamment un projet politique de lutte contre les inégalités. Aujourd'hui, on a encore, notamment dans la négociation internationale, un problème de représentation fondamentale. Et je crois fondamentalement que la solution d'un problème dépend beaucoup des représentations qu'on a de ce problème. Or, au niveau international, la représentation du changement climatique est très diversifiée et disparate. Pour certains, c'est un enjeu de développement. Pour d'autres, un enjeu de compétitivité. Pour certains, c'est simplement un enjeu de survie, un enjeu de migration, un enjeu de santé publique, etc., etc. On n'a pas aujourd'hui d'harmonisation de ces représentations du changement climatique. Ce qui pose une grande difficulté pour trouver une solution commune, qui devra être forcément négociée. Je pense que les scientifiques, et notamment le GIEC, les organisations et ONG environnementales et environnementalistes, ont fait un travail remarquable pour dépeindre un monde repoussoir et un monde épouvantail dans lesquels le changement climatique aurait sorti ses pleins effets. En d'autres termes, le monde que nous voulons éviter, le monde à plus 4 degrés ou le monde à plus 6 degrés. Ce que nous n'avons pas fait, je pense, c'est écrire la narration d'un projet politique qui nous emmène vers un monde désirable. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Quel est ce monde désirable et ce futur souhaitable que nous voulons construire ensemble? Il me semble qu'il y a là un gros effort de narration à fournir qui doit être, je pense, le miroir des rapports du GIEC qui décrivent ce monde dont nous ne voulons pas, ce monde repoussoir. Je pense qu'à l'heure où le GIEC va se choisir le mois prochain un nouveau président et va aussi s'interroger sur son rôle par rapport à la science et par rapport à la politique, je pense que ce serait une mission essentielle pour le GIEC, c'est d'écrire les rapports miroirs à ceux qu'il a déjà écrits. En d'autres termes, quels seraient les rapports qui nous mèneraient vers un monde souhaitable et désirable, et quel serait le chemin pour y parvenir et les obstacles à franchir. Je pense que c'est tout à fait essentiel, parce que si nous ne faisons pas ça, la lutte contre le changement climatique restera partout perçue comme une contrainte à laquelle chacun va chercher à échapper. Et je veux prendre ici un parallèle avec le projet politique de la construction européenne. On n'a pas construit l'Union européenne à coup de quotas, de majorité qualifiée ou de politique agricole commune. On n'a pas construit l'Union européenne à coup de politique d'austérité, à coup de limites budgétaires et à coup de réduction des déficits publics. Tout ça, ce sont des instruments que l'on a imaginés pour soutenir un projet politique qui nous dépassait, qui était le projet d'unification du continent, qui était le projet de construction d'un espace de paix, de solidarité et de prospérité en Europe. Si nous n'avions pas eu ce projet politique, ce référent fondamental, personne n'aurait jamais accepté les règles absconses de la bureaucratie bruxelloise, des quotas laitiers, des majorités qualifiées, des réductions de déficit budgétaire, des 3%, etc., etc. Nous acceptons toutes ces contraintes et tous ces instruments parce que nous savons qu'ils sont nécessaires à la construction de cet idéal européen. Et je pense que de la même manière, pour le changement climatique, si nous ne dessinons pas les contours d'un projet politique qui soit le projet politique d'un monde désirable et souhaitable, et notamment d'un monde où les inégalités seraient réduites, nous ne parviendrons jamais à accepter tous les instruments et toutes les contraintes qu'impose la lutte contre le changement climatique. Nous ne pourrons pas construire ce monde nouveau à coup de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à coup de marché du carbone, à coup de marché du développement propre, etc., si nous n'avons pas en ligne de mire ce projet politique. Il me semble que c'est ce projet, cette narration qui nous manque fondamentalement aujourd'hui et qui nous empêche de nous engager dans une action résolue contre le changement climatique. Voilà, et je m'arrêterai ici.